Plus sérieusement, débat sur l'éducation nationale la nuit dernière à l'Assemblée. Discours modéré de M. Savary, le ministre, indiquant que l'intégration dans la fonction publique des 15 000 enseignants du privé n'avait pas, en l'état actuel des négociations, un caractère obligatoire. Et devant les attaques de l'opposition, le ministre est revenu de manière globale sur la discussion en cours entre laïcs et partisans du privé. Les négociations, je le souhaite, vont s'ouvrir. Et les solutions à la question que vous posez et que nous posons peuvent être soit de nature législative, soit de nature réglementaire. Je peux vous dire en tout cas qu'il n'y aura de ma part et du gouvernement aucun coup de force. Ce n'est pas notre habitude, nous l'avons montré depuis 2 ans et demi, et ce n'est pas aujourd'hui que nous allons commencer. Je vous ai, M. Madeleine, je crois, répondu de façon claire. La négociation, je le souhaite, doit s'ouvrir avec tous les partenaires concernés, en particulier sur ce problème précis. Si certains souhaitent qu'on aille au trouble, alors chacun prendra ses responsabilités. Ça ne sera en tout cas pas celle du gouvernement. Voilà, alors réaction ce matin de M. Bouchard-Essas, représentant l'ensemble du mouvement laïque. M. Bouchard-Essas, interrogé par Estelle Gouin. Je ne sais pas si le ministre de l'Éducation nationale d'un gouvernement de gauche peut envisager de négocier sans l'opinion, à tout le moins, des organisations représentatives de la famille laïque, c'est-à-dire d'une majorité de Français en réalité. À lui de voir ce qu'il doit faire, mais mon sentiment est que désormais, il convient que le gouvernement prenne ses responsabilités et applique un certain nombre de décisions allant, c'est notre vœu, dans le sens de l'unification laïque du système éducatif français. S'il négocie avec l'enseignement privé seul, que ferez-vous? Je ne crois pas qu'en fonction de la réponse de l'enseignement privé, il puisse s'agir d'une véritable négociation. En réalité, l'enseignement privé joue la montre, il veut gagner 6 mois de plus pour qu'on ne porte absolument aucune atteinte à ses privilèges. Il a été discuté hier la titularisation de 15 000 enseignants du privé, sans aucune obligation. Qu'en pensez-vous de cette titularisation? La titularisation ou la fonctionnalisation volontaire d'enseignants du privé est un point important, mais c'est un point de détail par rapport à l'ensemble. Moi, je ne pense pas qu'il y ait d'ailleurs besoin sur cette question-là, s'il y a des volontaires, et il y en aurait, et il y en aura beaucoup, que le gouvernement ait à discuter ou à négocier de façon formelle avec qui que ce soit, qu'il applique ses décisions. C'est ce que nous lui demandons précisément. Alors justement, sur ce point, pourquoi ce refus des enseignants du privé d'être intégrés à la fonction publique? Pour essayer de le comprendre, un reportage de Bruno Ledreff. À la question fondamentale qui est « qu'est-ce que l'homme ?» L'enseignement privé va-t-il pouvoir encore longtemps rester un monde à part? Le budget de l'éducation nationale prévoit la titularisation dans la fonction publique de 15 000 enseignants du privé. Actuellement, dans les collèges privés, les professeurs sont choisis par le directeur, accrédités par le recteur de l'académie et payés par l'éducation nationale. Dans ce collège catholique, la plupart des professeurs sont bien diplômés, capétiens ou agrégés, mais tous sont catholiques pratiquants, critère indispensable. Ici, cependant, le militantisme n'est pas seulement religieux, car l'enseignement ne relève pas du simple apprentissage. J'ai une vision de l'éducation qui est globale, persuadé qu'un jeune, ce n'est pas simplement un cerveau, une intelligence, mais que c'est aussi une âme. Et je crois que vraiment, dans l'enseignement catholique, on peut actuellement enseigner, éduquer un jeune en prenant en compte toutes les dimensions de l'individu, toutes, y compris la dimension spirituelle. Alors est-ce que ça veut dire que vous faites du militantisme quand vous enseignez? Cela veut dire que nous essayons d'être nous-mêmes. Mais qu'est-ce que ça changerait finalement dans votre situation d'être intégré dans un corps laïque? Je crois que je ne serai plus tout à fait libre. J'insiste beaucoup sur la liberté parce que c'est fondamental. Je ne serai plus libre de choisir mon école, je ne serai plus libre de choisir les collègues avec lesquels j'ai envie de travailler, et je ne serai plus libre d'être moi-même vis-à-vis des élèves. Avec une titularisation dans la fonction publique, beaucoup d'enseignants craignent en effet de perdre ce qu'ils appellent leur liberté, c'est-à-dire la possibilité d'être un peu plus que de simples professeurs. Si par exemple cette dimension spirituelle est cachée dans un placard, si je peux dire, si mes élèves ne peuvent avoir cette nourriture spirituelle que par accro, quand les cours profanes sont terminés, en volontariat,
pour aller retrouver un aumônier. Moi, je trouve que je n'ai pas ma place dans ce système-là. Si on ne peut même plus choisir ses professeurs, si l'on ne peut plus constituer son équipe éducative, alors je pense que l'instruction est encore possible, mais l'éducation, non. Il ne fait pas de doute que les enseignants catholiques refuseront massivement l'offre de titularisation qui leur est faite. Ce ne sera cependant pas le cas des professeurs affiliés à la CFDT. Ils représentent environ 28% des 120 000 enseignants du privé et demandent depuis longtemps leur intégration à l'éducation nationale. Les pompistes indépendants, mécontents de l'augmentation des nouveaux rabais possibles sur l'essence, relancent leur action par le blocage, par exemple ce matin, du port pétrolier de Gennevilliers dans la banlieue parisienne. Les gérants libres de stations-service ont pratiquement paralysé tout le trafic autour du port de Gennevilliers. Ratonnade en Alsace. Une bande d'une dizaine de jeunes gens, dont 4 ont été arrêtés, se sont acharnés samedi soir à la sortie d'un bal sur 2 jeunes maghrébins. Violence gratuite, si je puis dire. Les jeunes gens ne se connaissaient pas et ne s'étaient jamais querellés auparavant. Ces jeunes voyous se sont acharnés tout de même pendant près de 2 heures sur leurs victimes. Et à l'autre bout de la France, dans la région de Toulouse, c'est un homme d'origine algérienne cette fois-ci qui a été retrouvé mort sur la voie ferrée. Marcel Dria. Samedi soir, à Butaine, un village du Bas-Rhin, c'est la fête. Les jeunes sont venus de très loin pour le bal sous le chapiteau. 3 heures du matin, la fête tire à sa fin. Les filles se sont éclipsées, les groupes se reforment pour le dernier verre de bière. 4 jeunes maghrébins rentrent chez eux tranquillement. Tout à coup, ils sont pris à partie par une bande de jeunes voyous venus de la région de Forbach et sans doute à la recherche d'une ultime occasion de rigoler un peu, ce qu'ils appellent rigoler. 2 maghrébins parviennent à leur échapper, les 2 autres sont pris au piège. Ils ont 19 et 20 ans. Pendant 2 heures, dans les rues du village, ils vont être martyrisés à 10 contre 2 par la petite bande déchaînée. Coups de poing, coups de pied, coups de gourdin, hurlements de souffrance, appels à l'aide, cris de haine confondus. L'un s'échappe, on le rattrape et le massacre recommence. Pendant 2 heures, pourtant, les persiennes de ce village, qui venaient juste de faire la fête, sont restées closes. À 5 heures enfin, au bout de la nuit, l'une des 2 victimes réussit à se traîner dans une maison, à s'y barricader et à obtenir de son propriétaire qu'il prévienne enfin les gendarmes. On retrouvera son compagnon affalé dans un jardin sur un tas de fumier. 4 voyous, dont 2 lycéens mineurs, ont été interceptés. Leur seul regret, ne pas avoir eu le temps d'achever ces sales bougnoules, comme ils disent. La nuit dernière, dans le train 343, Bordeaux-Vintimille, un Algérien de 26 ans, sans doute un touriste, se réfugie auprès des contrôleurs. 4 ou 5 légionnaires viennent de le frapper sans raison. On le met à l'abri dans un compartiment fermé à clé. Quelque temps plus tard, il a disparu, mais il y a du sang sur la banquette. On retrouvera son corps sur le ballast au petit jour, entre Castel-Sarrazin et Montauban. Il a été poignardé. 2 scènes de la vie quotidienne en France en 1983. À l'étranger, tout d'abord, le Liban, regain des bombardements à Beyrouth, obus sur le quartier chrétien, faisant 2 morts. Reprise également des affrontements entre l'armée libanaise et les miliciens druzes dans la montagne, dans la banlieue de Beyrouth. Nouvelle offensive également au nord du Liban contre le dernier réduit des fidèles de Yasser Arafat, retranché dans le camp palestinien de Badawi, dans la banlieue de Tripoli. Un rapport terrible d'Amnesty International sur le régime syrien qui serait responsable de la mort ou plutôt du massacre de plusieurs centaines de milliers de personnes dans le pays. Philippe Gassot. Amnesty International accuse avec témoignage à l'appui le régime de Damas de violer systématiquement les droits de l'homme. Selon l'association, les autorités syriennes auraient commis 6 assassinats politiques de masse entre mars 80 et février 82. Un exemple, dans la prison de Palmyre, entre 600 et 1000 détenus appartenant au mouvement hors-la-loi des frères musulmans, intégristes, auraient été tués le 2 juin 80. Lors du soulèvement de la petite ville d'Hamma, les renseignements recueillis à diverses sources font état du massacre par les forces de l'ordre de 10 000 à 25 000 personnes. De plus, la détention arbitraire et la torture sont pratiquées couramment. Des dizaines de témoignages font état de sévices tels que ongles arrachés,
torture à l'électricité et sévices sexuels. L'arrivée des premiers nouveaux missiles nucléaires américains en Grande-Bretagne provoque la réaction que l'on attendait de la part des soviétiques. Confirmant les propos de M. Andropov, il y a un mois environ, un commentateur de la télévision soviétique a laissé entendre que la date de mise en place effective de ces missiles pourrait correspondre à un retrait de l'URSS des négociations sur la limitation des armements avec les États-Unis qui se tient à Genève. En attendant, sur la base anglaise où sont arrivés les engins américains, les pacifistes continuent leur mouvement de protestation. Gérard Sebag. Depuis 2 ans, les femmes pacifistes britanniques campaient devant la base de Greenham Common. Elles voulaient manifester ainsi leur opposition à l'installation des missiles de croisière dans leur pays. Mais leur action n'a pas abouti et c'est un peu hébété et bousculé qu'elles ont suivi hier l'arrivée des premiers missiles Cruise. Des mesures de sécurité très importantes ont été prises autour de la base située à une centaine de kilomètres de Londres. Ces premiers missiles qui n'ont pas encore reçu leur charge nucléaire sont maintenant stockés dans des abris bétonnés. La présence de ces fusées en Grande-Bretagne met vraiment l'Europe occidentale au cœur du débat sur les euromissiles. Madame Thatcher a expliqué la position de son gouvernement. Quelques missiles seulement sont arrivés. Les autres seront installés petit à petit au cours des 5 prochaines années. Ils sont facilement transportables et retourneront aux États-Unis. Ils retourneront en cas d'accord satisfaisant avec l'URSS. Il sera sans doute également beaucoup question des rapports Est-Ouest entre le président finlandais, M. Koivisto, en voyage officiel en France depuis ce matin, et M. François Mitterrand, qui doit d'ailleurs demain soir participer à une émission sur ce thème sur Antenne 2. Vous voyez actuellement les images de l'arrivée ce matin à Orly du président finlandais en voyage officiel en France. Le président finlandais accueilli par le président de la République, M. François Mitterrand. L'île de Chypre était séparée de fait en 2 secteurs, un contrôlé par les Turcs, l'autre par les Grecs, depuis presque 10 ans maintenant. Ce matin, le ministère des Affaires étrangères turc a proclamé l'indépendance de la communauté chypriote turque. Décision unilatérale qui a provoqué immédiatement une réunion du Conseil de défense national grec. Parallèlement a signalé l'assassinat ce matin à Athènes de l'attaché militaire américain abattu de plusieurs balles par des inconnus en pleine rue. Ce n'est pas la première fois que nous vous parlons de ces 2 cosmonautes soviétiques en difficulté à bord du vaisseau Salyut 7, qui tourne maintenant autour de la Terre depuis plus de 4 mois, alors que la durée de leur mission était initialement, on le croyait, de 3 mois seulement. Du matériel de réparation leur a été envoyé, mais visiblement ils ne sont toujours pas sortis d'affaire, malgré les déclarations optimistes des autorités soviétiques. Ils risquent donc toujours d'être les premiers naufragés de l'espace. Jean-Loup Chrétien, le cosmonaute français qui a participé à un vol spatial soviétique, est l'invité de l'entretien, Hervé Chabali. Il fut le 110e homme à aller dans l'espace. Il reste toujours le Français, le seul Français de l'espace. À 45 ans, le colonel Jean-Loup Chrétien s'occupe maintenant des relations publiques du Centre national des études spatiales. Au mois de juin 1982, il a séjourné 1 semaine dans l'espace en compagnie de cosmonautes soviétiques et participé à des expériences scientifiques à bord du laboratoire Salyut. Jean-Louis Chrétien reste en contact avec ses confrères soviétiques. Il suit donc le vol de Vladimir Liakov et Alexandre Alexandrov. Ces 2 cosmonautes sont dans l'espace depuis 141 jours, très exactement. Leur mission est plus longue que prévu. Les Américains parlent d'incidents, de vaisseaux en perdition. Les Soviétiques affirment qu'il n'en est rien. Alors, votre avis ? Je crois qu'il y a une petite mise au point à faire, effectivement. Tout d'abord, je n'ai pas plus d'informations que celles que nous avons par la voie officielle. Et vous savez que les Russes en donnent très peu. Donc je ne peux essayer que de faire quelques déductions logiques de l'expérience qui a été faite l'année dernière. Et en tout état de cause, confirmer également qu'il y a eu pas mal de confusion il y a un mois, au moment d'un incident qui s'est produit à Baïkonour, au tir d'une fusée qui emmenait un équipage à la rencontre donc de cet équipage qui se trouve là-haut. Alors si on regarde la maquette, juste une seconde. Hein. Oui. Bon, alors là c'est le laboratoire spatial qui reste toujours dans l'espace. Et puis ça on peut dire que c'est la voiture quoi. Hein. Voilà, c'est la voiture qui amène des cosmonautes, qui va les chercher, qui revient. Bon alors une navette
devait venir remplacer celle qui se trouve ici en ce moment. Oui. Et celle-là n'a pas pu partir. Voilà. Donc maintenant, les cosmonautes sont là-dedans. Et puis peuvent éventuellement repartir avec cette navette. Avec celle-là, qui est la leur. Si vous voulez, la configuration de la station orbitale, donc à ce moment-là, était la suivante. La station et le vaisseau de l'équipage se trouvant à l'intérieur. Et à cette extrémité-là, donc un orifice libre, prêt à recevoir le vaisseau de l'équipage qui a échoué. Voilà. Mais ça ne met absolument pas en cause la sécurité, la sécurité de l'équipage qui se trouve dans la station, sauf s'il y a de graves problèmes, et si en particulier leur vaisseau n'est plus capable de les ramener sur Terre. Voilà. Alors on dit que ces vaisseaux, à partir de 3 mois, ils ne sont plus tout à fait fiables. Non, c'est une fable. Si vous voulez, il y a un temps d'utilisation normal pour le vaisseau, effectivement un temps de garantie. Et il est actuellement annoncé de 5 à 6 mois. Vous voyez. Alors pourquoi ils ne redescendent pas là en ce moment? Parce qu'ils font leur mission. Je crois qu'il faut quand même tempérer un petit peu tout ce qui est dit. Il y a eu, alors c'est ce qui a un peu amené de l'eau au moulin de ceux qui avaient fait cette confusion initiale entre l'ennui au sol de cette fusée et puis des ennuis à bord de la station. Il se trouvait que les cosmonautes Lyarov et Alexandrov étaient confrontés à certaines difficultés techniques à bord de la station, mais des difficultés mineures qui sont relativement habituelles. Donc, s'ils veulent revenir, ils peuvent revenir. Pourquoi les soviétiques codent les discussions, les conversations qu'ils peuvent avoir? Ils le font toujours? Ah, toujours. Il y a une partie, si vous voulez, du travail qui se fait. En fait, c'est pas véritablement un codage, c'est de la télétransmission par un système qui fait que c'est indécryptable du sol pour quelqu'un qui n'a pas l'équipement convenable. Mais ça se fait dans toutes les télétransmissions. Alors, incident grave ou pas, qu'est-ce qui se passe dans la tête des deux soviétiques qui sont là-dedans? Ils sont un petit peu déprimés, à votre avis? Parce que c'est long quand même. Il y a eu des missions plus longues, mais celle-là commence déjà à compter 141 jours. Eh bien, s'il se trouve effectivement qu'après ces incidents techniques, leur vie soit inconfortable, qu'on ait par exemple des problèmes de température, d'humidité, ce qui est déjà arrivé dans des stations orbitales, leur morale peut être un peu atteint. D'autant que l'équipage qui venait leur rendre visite leur apportait également un réconfort. On sait que, et ça se produit à chaque fois, que les gens qui restent longtemps dans une station attendent beaucoup l'arrivée de l'équipage de visite. Donc parce qu'au centre de contrôle de Baïkonour, je crois qu'il y a une petite salle où là, il y a des psychologues qui leur parlent en permanence. S'ils ont besoin de ce soutien, c'est bien qu'il y a un problème. Oui, il ne faut pas exagérer non plus le soutien des psychologues. Les gens qui leur parlent, c'est la famille et les amis, enfin les copains cosmonautes, donc ils leur parlent régulièrement. Mais je n'ai jamais vu vraiment de psychologue se lancer dans une discussion avec eux. En dehors des problèmes de solitude, disons, hein, et de séparation, il y a des problèmes matériels. Par exemple, l'hygiène, disent-ils, n'est pas bon. Alors on se douche pas à bord? Oui, il y a une douche. Mais si vous voulez, l'hygiène est effectivement relativement rudimentaire. Il est comparable à ce que l'on a quand on fait du camping. Il y a une douche. Mais on se douche tous les combien? Ah, ça, effectivement, c'est pas souvent. C'est tous les 15 jours pour un équipage sinon, tous les 10 jours. Sinon, on se lave avec un linge mouillé, c'est ça, non? Voilà, alors mouillé avec un liquide spécial. Et on arrive à faire une toilette sommaire. Effectivement, ça, c'est pas le alors, je ne vais pas faire de réclame pour des chaînes hôtelières, alors je ne citerai aucune chaîne. Et que, par exemple, notre question que se posent les gens, l'évacuation des selles, ça se passe comment? Alors ça, tout est parfaitement organisé. Vous avez des systèmes donc, de captation de tout ce qui est usé, tous les détritus, et qui sont mis dans des conteneurs absolument étanches et qui sont évacués quand ils sont pleins. Alors ces conteneurs contiennent absolument tous les détritus imaginables, les sacs en plastique qui avaient contenu la nourriture, etc. Alors tout ça, c'est... Alors la nourriture, c'est plutôt... ça s'est amélioré, je crois. Vous mangiez bien. Oui, ça il faut reconnaître. Pour des gens qui restent effectivement très longtemps, nous on est restés 8 jours. Pour des gens qui restent 6 mois, il est certain que de temps en temps, ils ont sûrement envie d'avoir un peu de salade, des tomates, quelque chose de frais. Tout est lyophilisé là? Oui, pratiquement. Oui. Mais on dit que c'est pas grave parce que, paraît-il, dans l'espace, les papilles gustatives s'endorment un petit peu. Mais on sent très bien le goût. Ce que l'on mange, si vous voulez, ces plats lyophilisés en particulier, reconstituent très très bien des plats habituels, des plats simples, et avec à la fois l'odeur et le goût, et c'est très bon, c'est très bien. Alors un autre problème qui se pose, je crois, c'est l'insomnie. Oui. Alors les Américains, je crois, le résolvent assez facilement parce qu'il y a des pilules et hop, ils dorment. Mais chez les Soviétiques, c'est la même chose? Non, l'insomnie, je crois, arrive au bout d'un temps assez long, c'est-à-dire d'un mois et demi à peu près. J'ai discuté avec Ivan Chenkov, qui avait donc qui était l'ingénieur de notre équipage. Et au bout d'un mois et demi, quand on commence effectivement à trouver un peu le temps long, là, on rencontre des périodes d'insomnie. C'est ce qu'a écrit également Lebedev. Mais sinon, il n'est pas question de prendre des somnifères. Je ne pense pas que Lebedev, je ne me souviens pas ce qu'il a écrit, mais je ne crois pas qu'il ait pris. Ils évitent de prendre des médicaments. Alors, pour en terminer, simplement revenons aux Français, parce que bon, vous êtes allé là-haut, et puis on a l'impression que ça a été un petit tour de manège payé à la France, parce que depuis, il ne se passe plus rien. Alors, il y a des projets, il y a quelque chose?
Eh bien, vous savez que les deux seuls pays qui peuvent nous embarquer sont effectivement les États-Unis et l'URSS. Donc il y a un souhait de la part des Français de continuer ce genre d'expérience, soit avec l'un, soit avec l'autre, soit avec les deux. Enfin ça c'est un problème, une discussion à un niveau évidemment bien plus élevé que le nôtre. Mais il y a un projet précis, non pas? Alors le projet précis qui est d'obtenir un vol assez rapidement quelque part, et au profit évidemment de Patrick Baudry qui n'a pas volé, donc des cosmonautes qui n'a pas volé, puis ultérieurement de et les Français ne peuvent pas voler tout seuls? Alors on espère que les Français, et du moins les Européens, la main dans la main, voleront ensemble dans quelques années, enfin combien? Une dizaine d'années. d'années, Pour terminer une date? Une quinzaine d'années? Oui. Bon, bah vous serez là en tout cas pour regarder. Pour regarder. Merci. La semaine dernière, mondanité à New York, un très grand bijoutier français inaugurait une succursale, concrétisation de l'effort à l'exportation. L'effort également pour assurer la présence française aux États-Unis. Un reportage d'Alain Cancel. Aucun doute, la France et les produits français sont de nouveau très à la mode cet automne à New York. Dernier grand événement en date, l'inauguration sur la 5e avenue des magasins d'un très grand joaillier français. Même Charles Aznavour était venu participer à la fête. The sound of your name comes to me any hour, on wings of the wind, like the scent of a flower. How can I explain its impossible power? Être émergé du silence, voir briller au soleil les givres de mon cœur, présage d'un printemps. Mais au-delà de l'aspect mondain, et pour être franc un peu snob de l'événement, il ne faut pas oublier son importance économique. Mais croyez-moi que si une petite minorité veut acquérir ces produits de luxe, derrière tout cela, d'abord une chose très terre à terre, c'est la rentrée des devises qui est formidable. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est quelque chose de très important. D'abord sur le plan économique national, mais en plus, c'est des centaines d'ouvriers que nous faisons vivre. Champagne, cuisine, bijoux, haute couture, parfum. Cette force traditionnelle de la France aux États-Unis s'était quelque peu ternie ces dernières années devant la concurrence d'autres pays étrangers, l'Italie notamment. Mais cet automne, aucun doute, la France est de nouveau à la pointe de la mode et des industries de luxe. Cette image stéréotypée de la France est parfois un peu agaçante, c'est vrai. Mais ces produits de luxe sont à la fois une importante source de devises et une excellente promotion pour tous les autres produits venus de France. Entre le premier semestre 82 et le premier semestre 83, les exportations françaises vers les États-Unis ont augmenté de 18%. Parmi les grands vainqueurs, les produits agroalimentaires, bien sûr, plus 25%, mais aussi les matériels électriques, plus 60%, les matériels de télécommunication, plus 135%. Symbolique de ces succès, le triomphe de Renault. La régie espérait vendre 100 000 alliances cette année, le chiffre a été atteint dès le mois de septembre. Les résultats sur l'année seront donc supérieurs aux prévisions les plus optimistes. Des victoires dues en partie à la très belle carte de visite que sont ces vitrines de magasins de luxe sur la 5e avenue. Sport, à la fin de l'été, vous en souvenez peut-être, un alpiniste français, Yannick Seigneur, partait à la conquête de l'Everest, mais cette fois-ci par le côté chinois, le retour s'effectuant par le versant tibétain. D'habitude, c'est le contraire. Malheureusement, des conditions atmosphériques très difficiles ont obligé Yannick Seigneur a renoncé à 600 mètres à peine du sommet. Et toute l'équipe a pu redescendre, mais épuisée et presque morte de froid. Jean Mamère. Des vents de 150 à 170 km/h et des températures de moins 50 degrés ont causé d'énormes dégâts physiques sur tous les alpinistes. Le froid, ajouté au manque d'oxygène, a rendu impossible le franchissement des derniers mètres. On va toujours vraiment parvenir au sommet. Il y a aussi surtout les moyens qui comptent pour y arriver. Et là, donc, on avait choisi des moyens extrêmement limités, sans camp fixe, sans corde fixe, sans porteur à altitude, donc des Sherpas, sans oxygène. Et donc, on augmente tellement la difficulté et les risques. On a échoué. Alors le problème de la montagne, c'est que, contrairement à la mer, on est premier ou deuxième ou troisième sur un voilier. Parce qu'en montagne, on est premier ou dernier, parce que c'est la montagne qui est la première.
Il vaut mieux avoir des moyens très faibles et vivre une aventure extrêmement intense et pas arriver au sommet, plutôt que d'arriver au sommet avec des Sherpas, de l'oxygène, etc. On a eu plusieurs assauts et on s'est tous gelés au fur et à mesure. À la fin, sur 6 qui sont montés donc très très haut, à 8002, il y en a 5 qui sont gelés. Pas trop grave, je crois qu'on va pas couper, hein, mais on va perdre les ongles, tout ça, mais enfin, on n'a pas trop insisté, enfin au-dessus de 2002, parce qu'autrement on serait pas, enfin, je crois qu'on serait redescendu, mais sans doute pas. Est-ce qu'à un moment vous avez eu peur de mourir? Là non, non, peur d'être estropié avec le froid, et quand même un petit peu en descendant, on est descendu pendant une tempête et on a eu peur de ne pas retrouver le chemin et de ne pas pouvoir redescendre. Vous êtes allé jusqu'au bout de vous-même? Oui, on est obligé, oui. Enfin, on est tellement ça que la question ne se pose même pas, quoi. On va juste vraiment, on se dépasse, quoi. On fait des choses qu'on on ne penserait pas pouvoir faire. Pour commencer? Ah oui. Oui, si l'enthousiasme, si on aime ça, si on a envie de faire de la montagne et de la faire de manière difficile et tout, on a toujours envie de recommencer. En tout cas, il a gardé le moral. Et peut-être qu'avec un petit verre de Beaujolais nouveau, il serait allé jusqu'au bout, jusqu'au sommet. On retrouve, comme promis, puisqu'on a le temps, Dominique Thiers au fond de sa cave. Je ne vois pas de bouteille, je vois 2 chevaux, Dominique. Et oui, vous voyez 2 chevaux, parce que la fête a quand même bien commencé, on peut vous le dire. Hein. Mais ce soir, elle va continuer, elle va se poursuivre avec une dégustation gratuite, puisque ces 2 chevaux seront attelés à une calèche qui ira dans la ville d'Issy-les-Moulineaux pour faire déguster à toute la population ce vin. Oui, bien sûr, nous allons nous promener dans Issy-les-Moulineaux, à Paris également, et nous nous promenons en 2 chevaux. Et ces 2 chevaux, je tiens à signaler... Un peu particulier, hein? Oui, mais ils ne paient pas de vignette. Ils ne boivent pas de Beaujolais, ils ne paient pas de vignette. Donc c'est formidable. Et en plus, ce soir, on aura un orchestre folklorique. On aura également la venue du maire, M. Santini, qui nous honore toujours de sa présence. Bien, écoutez, alors moi je veux bien qu'on parle du Beaujolais nouveau, mais je crois qu'il y a d'autres vins nouveaux et qui sont rentrés peut-être dans la grande mode des vins nouveaux, des vins primeurs. Et vous allez m'en faire goûter un parce que je serais curieuse de savoir un peu quel goût ils ont et puis d'avoir votre appréciation sur ce vin. Bien sûr. Alors là vous allez goûter un Gamay d'Anjou primeur, 83. Et d'ailleurs, on l'a déjà goûté avant, il faut dire, mais on peut encore le regoûter. La couleur est particulière, est-ce qu'il se différencie beaucoup du Beaujolais? Pas énormément, c'est toujours du Gamay type Gamay Beaujolais. Ce qu'on peut par contre facilement découvrir à la dégustation, c'est qu'il est un petit peu plus maigre, un petit peu plus sec. Il me semble plus brut, il y a peut-être moins d'alcool à l'intérieur. Brut, c'est le terme, il est moins dosé. En Champagne, on dit dosé, et là, ce Gamay d'Anjou est moins dosé que le Beaujolais que nous avons, et donc peut-être plus digeste, plus facile à boire pour les gens qui n'aiment pas les vins chargés. Dominique, c'est important. Dominique, je voudrais poser une question à ce monsieur. Je voudrais lui demander si tous les vins peuvent-ils être des vins primeurs, ou est-ce que c'est réservé à un certain nombre de vins bien particuliers? Non, pas réservé à un certain nombre de vins, mais réservé à un certain nombre de cépages, et particulièrement le cépage Gamay, donc dans le Beaujolais, est primeur. Les gens du Bordelais avaient essayé de faire du Bordeaux primeur, et ça n'a jamais eu la vogue du Beaujolais primeur. Il y a le Languedoc-Roussillon qui essaye aussi de faire du vin primeur. Alors il y a le Languedoc-Roussillon, il y a les Côtes-du-Rhône, il y a également les vins de Touraine. Beaucoup de gens essaient de faire des vins nouveaux, vraiment très nouveaux, parce que d'abord ça plaît, ça convient aux consommateurs, ces vins jeunes, frais, et en plus ça arrange beaucoup les vignerons. Mais ils ne bénéficient pas de votre popularité. Ils ne bénéficient pas, non pas de la mienne, mais ils n'ont pas la popularité du Beaujolais, mais en tout cas, ils s'accrochent derrière. Les gens du Beaujolais, ce sont des beaux joueurs. Ils ne demandent qu'une chose, c'est qu'on essaie de les surpasser pour le plus grand bien de la promotion des vins en France. Bien, alors dernière question peut-être. Il n'y a pas trop de trafic sur la nature des vins qui sont en circulation? Il n'y a pas trop de coupage? Écoutez, il n'y a pas plus de mauvais vins qu'il y a de mauvais gens, donc il y en a un peu. Mais aux spécialistes de les déceler. Mais la répression des fraudes existe, les professionnels existent aussi, et la fraude est
certainement, elle existe, comme je disais, mais avec très peu d'incidence. Bien, écoutez, je vous remercie. En tout cas, il y avait des choses bizarres sur la fin. Dominique, vous passiez du noir à la lumière. J'espère que ce n'est pas déjà l'effet du Beaujolais nouveau. Non, ce n'est pas l'effet du Beaujolais nouveau. Merci, ça devait être un effet artistique. Alors. Voilà. Merci en tout cas. On va terminer ce journal, comme c'est la tradition, avec des nouvelles de la Bourse de Paris ce matin. Il n'y a pas de Beaujolais nouveau à la Bourse de Paris, mais un dollar nouveau, en tout cas un cours nouveau. Le dollar ce matin à Paris est à 8 francs 14,25 dans un marché calme. Le billet vert regagne à nouveau un peu de terrain, et ce malgré les bonnes nouvelles concernant la masse monétaire américaine. Le franc français est un peu plus discuté ce matin. Autour de la corbeille, on consolide dans un marché irrégulier. La Bourse de Paris marque une pause à la recherche d'un second souffle. L'indicateur de tendance ne varie pratiquement pas. Sur le marché de l'or, là aussi marché irrégulier. Le lingot d'un kilo gagne 200 francs à 100 200 francs. Le Napoléon lui répète son cours d'hier à 651 francs. Voilà, je vous rappelle simplement encore les principales informations de la matinée. Réunion du comité central du Parti communiste français aujourd'hui à Montreuil, dans la banlieue parisienne. Et puis ensuite, après la démission de M. Georges Valbon, président communiste des Charbonnages de France, début cet après-midi du débat sur l'énergie à l'Assemblée nationale. Et je voudrais ajouter, c'est ça que je cherchais, ce papier-là, une information que me communique le service politique à l'instant, une déclaration de M. Marcel Rigout, justement, à propos de cette démission de M. Georges Valbon. M. Rigout, qui est ministre chargé de la formation professionnelle, a affirmé ce matin que la décision de M. Valbon de démissionner des Charbonnages de France ne regardait que lui. Il reprend les thèses de M. Paul Laurent, qui le disait déjà hier. Il s'agit d'une décision personnelle. Et M. Rigout ajoute « Il ne faut pas trop dramatiser ». Lorsque Jean-Pierre Cotte ou Jean-Pierre Chevènement, qui sont socialistes, ont quitté le gouvernement, on n'avait pas à l'époque dramatisé comme cela risque d'être le cas aujourd'hui. Les autres titres de l'actualité de ce matin, c'est bien sûr une vingtaine de blessés à la suite d'une vague d'attentats à la Guadeloupe contre des bâtiments officiels. Des renforts de gendarmerie ont été envoyés par les autorités. Et puis, fin d'un état de fait qui durait depuis presque 10 ans maintenant dans l'île de Chypre, qui était séparée en secteur turc et secteur grec. Les Turcs ont proclamé ce matin unilatéralement leur indépendance. Pour l'instant, les Grecs ont réuni leur Conseil de défense national. Voilà pour ce résumé des informations de la matinée. Je vous souhaite maintenant une excellente après-midi, sur Antenne 2 bien sûr. Prochain rendez-vous avec l'information, 18h30, c'est la vie. 20h, le journal. Au revoir, à demain.